Coucou à toutes, coucou les exploratrices. Alors on est en direct, ça y est, c'est parti. C'est la première rencontre de ce Festi Insta prévu tout au mois du février. Il y aura 8 rencontres en live. Et là tout de suite, il y a Maud qui va nous rejoindre, donc je vais lui laisser le temps d'arriver. Alors je précise que le Festi Insta, ça va être que des thématiques autour de la santé naturelle des femmes. Et là tout de suite on commence avec la gynécologie émotionnelle et je suis sûre que vous allez découvrir plein de choses dessus parce que moi j'ai énormément découvert auprès de Maud. Donc Maud c'est la Oniora sur Instagram. Et elle vient de rejoindre la vidéo. Hop, ça y est, je clique. C'est chouette, merci d'être là, merci d'être présente parmi nous. On va passer un beau moment. Il y a Suzanne aussi qui est là, qui nous regarde. Génial. Coucou Maud. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, bienvenue. Merci, bienvenue à toi aussi. Enfin, bienvenue dans ma caravane. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Alors moi je te vois bien. N'hésitez pas à dire en commentaire aussi si vous nous entendez bien, si c'est ok pour vous. Et moi je suis dans une yourte. Hop. C'est marrant, t'es dans une caravane, je suis dans une yourte, on est dans les habitats de demain. Ouais, les habitats de demain, dans des habitats légers. Léger, les hameaux légers. Ouais. Ah c'est bon, on nous entend bien, c'est parfait. Merci Maud d'être ici, d'avoir accepté l'invitation. Pour contextualiser un peu pour tout le monde, donc je racontais que c'était le Festi Insta, donc c'était le mois de la santé naturelle sur la page des Terres d'Alma. Et donc nous deux, on s'est rencontrés parce que on est coachés par Aurore Rossello toutes les deux, donc on s'est rencontrés comme ça. Et moi, je te connaissais un peu autrement parce que j'avais eu des retours de mes clientes qui me disaient mais c'est génial ce qu'elle fait, tu devrais suivre. Et donc voilà, donc ça m'a donné envie, je trouve ça super. Ce que je te propose, c'est que je vais te présenter avec mes mots. Et toi, ensuite, tu pourras compléter ou me dire non, c'est pas ça. Avec tes mots à toi. Ok, ça marche, ça va. Donc, tu t'appelles Maud Renard, mais tu as une page qui s'appelle la Oniora. Ouais, Je le dis bien? ouais, Ok, c'est ça. parce que des fois, j'inverse, je me trompe. Et en fait, tu as voyagé en Amérique du Sud et notamment en Colombie aussi, où tu as découvert la gynécologie émotionnelle. Enfin, tu as découvert les cercles sacrés, une thérapeutique différente, vraiment en lien avec les émotions, la compréhension de toute la matrice utérine, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et quand tu es revenu en France, tu as eu envie de partager tout ce savoir qui est un peu méconnu en France, en tout cas qui n'est pas vraiment proposé. Et donc, tu as accompagné progressivement. Et aujourd'hui, tu as des prestations, tu en as une qui cartonne et qui marche super bien, qui est un peu le premier contact que les personnes ont avec toi, c'est la guidance utérine. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui l'ont vécu et qui veulent témoigner, n'hésitez pas en commentaire. Donc tu accompagnes vraiment avec la guidance utérine pour se reconnecter à son utérus et à ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu vas nous raconter un peu. Et à côté de ça, tu proposes des accompagnements un peu plus poussés, notamment en collectif, pour aller beaucoup plus loin par rapport à cet univers totalement méconnu, que nous, on connaît pas bien en tout cas. Et donc, ton axe, c'est vraiment le lien entre les émotions dans notre corps et les troubles gynécologiques qu'on peut avoir parce que tu accompagnes des femmes qui vivent autant juste, je vais dire juste, mais c'est jamais juste, mais des douleurs de règles ou alors des choses un peu plus compliquées, SOPK, endométriose, des fibromes utérins, des kystes, etc. Est-ce que ça te convient comme présentation? Ouais, c'est bien résumé, c'est bien résumé. Oui, ça me convient très bien. C'est vrai que, en fait, je crois que ce que je rajouterais, c'est que j'ai commencé, en fait, moi, j'ai habité 2 ans en Colombie et j'ai commencé, en fait, à partager ça en Colombie, quand j'étais encore en Colombie. Et c'est en fait comme ça que c'est arrivé, c'est que les gens ont commencé à me poser des questions, en me disant mais moi j'ai pris mes menstruations depuis 6 mois, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et à la base c'était vraiment juste pour partager. Et en fait c'est devenu c'est des accompagnements parce que les gens ont commencé vraiment à me dire mais moi je paye pour ça, moi je veux bien avoir des informations et je veux bien voilà échanger de l'argent contre ton savoir. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et quand je suis arrivée en France, en fait, j'avais déjà Et j'avais déjà toute l'évidence, quoi. alors, juste pour
Attends, j'ai augmenté mon son parce que je t'entendais pas bien. Ouais, mais j'ai l'impression que le son est bizarre. Le son, il y a comme un écho, tu sais. Mais est-ce que c'est... Il y a peut-être que moi qui entends ça. Dites-nous en commentaire. J'entends un, j'entends un sifflement. Je vais essayer de Et monter autre alors chose. du coup, et n'hésitez pas si vous avez des questions sur la gynécologie. Ah oui, j'entends un sifflement aussi. Ah oui, là Alors, aussi je l'entends, c'est encore pire. On va essayer comme ça, on va voir. Et du coup, je sais plus qu'est-ce qu'on disait. on disait, bah, tu disais que tu l'avais découvert qu'au départ tu l'avais expérimenté, qu'on t'avait demandé Oui, d'accompagner et que progressivement voilà, bah, tu l'avais proposé quand tu étais revenu en France. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce que c'est que la gynécologie émotionnelle? Si, imaginons, hein, quelqu'un te demande de présenter un peu ce que tu fais, comment toi tu le présentes? Alors, oui, effectivement, il faut préciser que je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas médecin. Le but, ce n'est pas de poser des diagnostics et de guérir. Hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est justement d'aller voir en fait au-delà de la pathologie sous phase de tout un tas de symptômes. Enfin, quand je parle de pathologie, c'est maladie, mais aussi les déséquilibres du cycle, voilà, les irrégularités, les choses comme ça. Et du coup, en fait, c'est vraiment l'idée de sortir du symptôme, de sortir de tout ça pour aller comprendre un petit peu en fait si il n'y aurait pas des émotions derrière, s'il n'y aurait pas en fait des choses ben, qui s'exprimeraient de manière différente que l'émotion à travers la voix. C'est d'ailleurs pas par hasard qu'on parle de lèvres aussi pour la vulve. Hein, y a nos lèvres physiques de la bouche où on peut parler, grâce à laquelle on parle, et puis il y a les lèvres aussi de la vulve qui aussi parlent et qui communiquent et qui disent d'autres choses. Et donc moi l'idée c'est dans la gynécologie émotionnelle, c'est d'aller comprendre cette autre chose, ce qui est dit à travers notre corps et à travers nos déséquilibres et qu'on ne réussit pas à dire par la bouche parce que c'est parfois difficile, c'est compliqué, c'est parfois on s'en rend même pas compte en fait qu'il y a des blocages. Donc c'est vraiment du coup le travail émotionnel, ouais. Hmm. Et est-ce que du coup tu penses que chaque femme qui aujourd'hui a des troubles gynécologiques est invitée à aller explorer son intérieur ou tu pourrais dire non, ça dépend, des fois le trouble génétique il est juste héréditaire et en fait il se passe rien du tout à l'intérieur. Non. Non, parce que tout simplement, il va y avoir des personnes de la même famille qui vont avoir aussi, enfin, qui génétiquement pourraient, enfin, je pense par exemple à l'endométriose, où la mère a eu de l'endométriose, elle a 3 filles, il y en a une qui l'a et les 2 autres qui l'ont pas. Et du coup, enfin voilà, il y a cette question de, en fait, pourquoi c'est venu sur une personne et pas sur les 3, si c'était génétique ou si c'était, voilà, purement physiologique. Pour moi, il y a toujours quelque chose. Euh, dans le vécu de la personne qui fait que, enfin en fait c'est pourquoi, je vais donner l'exemple un peu typique là, mais pourquoi il y a certaines personnes qui ont le Covid et pour lesquelles c'est extrêmement grave et pourquoi d'autres c'est juste une toux un peu douce en fait. Et là c'est en fait c'est tout ce qu'il y a derrière. Il faut aller gratter un petit peu les couches pour comprendre que oui en fait des fois on est plus sensible parce qu'on est plus vulnérable, parce qu'on est plus fragile à certaines choses, à certaines émotions qu'on a reçues, à certains souvenirs, à certains traumas qu'il y a eu et qui provoque ça en fait. C'est donc ouais. Hmm. Et donc, tu veux dire qu'on a notre bassin, et à l'intérieur de notre bassin, on a comme un stock d'émotions qui sont à l'intérieur et qui vivent en même temps que nous. Comment tu le vois, Oui, comment tu l'imagines? alors comment Alors oui, ça c'est le côté un peu énergétique, mais effectivement moi j'utilise toujours cette notion de citerne d'eau en fait pour l'utérus, où en fait l'utérus se remplit d'émotions et d'énergie durant tout le cycle. Et voilà enfin je sais pas si tu vois les citernes d'eau à New York au-dessus des immeubles là, et tu ouvres, t'as un robinet et puis ça se vide en fait pendant les menstruations et ça sort. Mais c'est vrai qu'effectivement là c'est le travail de l'analogie et de la métaphore, mais en fait, il faut savoir que déjà une émotion, c'est dans le corps.
Ça vient de notre cerveau. C'est notre cerveau limbique qui a réfléchi au fait qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et donc, il va envoyer une réaction dans le corps pour dire, ok, en fait, donc soit je suis en colère et donc du coup j'attaque, soit j'ai peur et du coup je sais pas, je peux transpirer, voilà, je peux rester tétanisée, soit je suis triste, je peux sortir des larmes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est de toute manière physique en fait, l'émotion. Mm. Et parfois, ça arrive aussi que, en fait, on le ressent pas physiquement. Que la tristesse, la colère, en fait, on l'a appris à la garder bien correctement pour soi. Et du coup, c'est à ce moment-là que, du coup, ça va aller dans le corps. Alors moi, je travaille sur la sphère gynécologique, mais je suis persuadée que une douleur d'épaule peut aussi avoir un rapport avec les émotions que l'on peut vivre et avec les choses que l'on peut vivre au quotidien. Et quand tu dis que différentes parties du corps ont un lien avec les émotions, du coup, c'est ce que tu proposes aussi, c'est du décodage biologique. Ouais. Et donc, le décodage biologique, pour les personnes qui connaissent peut-être un peu, qui ont déjà regardé, ça fait référence un peu à Jacques Martel avec son dictionnaire des maladies, Christian Flech aussi qui a écrit dessus. Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur la symbolique. Et qu'est-ce que toi, tu remarques comme ça par rapport au symbolique dans le corps ? En fait, alors les symboliques, ça peut être hyper dangereux. Faut avant de commencer un petit peu à expliquer, parce que on peut très vite arriver dans un truc du ok, je sais pas, c'est mon épaule droite, donc c'est le poids du monde qui croule dessus. C'est généralement, enfin voilà, tout ce qui est trapèze, etc. Et donc du coup, en fait, s'arrêter un petit peu à ça et de se dire bon ok, c'est ça et c'est fatal que c'est ça parce que c'est écrit dans le livre, etc. Le décodage, pour moi, il est beaucoup plus large que ça parce qu'en fait, il faut aller chercher ton poids du monde, ta manière de percevoir le monde et d'aller gratter un petit peu tout ça. Donc déjà, le décodage, il faut faire hyper attention parce que parfois, les gens qui vous disent ah c'est ça et c'est pas autrement, enfin méfiez-vous quoi. Enfin, en fait, chaque personne a une histoire, chaque personne a une manière de fonctionner et chaque personne a une symbolique différente sur alors on a des symboliques collectives, la lune, le soleil, on a une idée de à quoi ça représente, mais chaque personne aussi a un ressenti différent sur les symboliques, donc il faut faire attention à ça. Mais vas-y. Est-ce que tu peux nous donner quelques tuyaux sur les symboliques que toi tu observes par expérience et avec toutes les femmes que toi tu accompagnes? Merci pour le rappel parce que j'étais la même, parce que je me souviens plus où est-ce que je veux en venir. Et du coup en fait le décodage c'est assez simple et tu me posais la question est-ce qu'on peut commencer toute seule, etc. C'est déjà en fait de voir les fonctions qu'ont nos organes et en fait vu comment ils fonctionnent et à quoi ils servent, en fait, de voir un petit peu quand il y a des blocages sur ces organes-là, et bien de voir à quoi ça peut aussi correspondre dans nos vies. L'exemple très facile, ça va être les ovaires. Les ovaires, leur fonction, c'est d'aller lancer l'ovulation, de fabriquer un ovule, et d'aller l'offrir au monde. L'ovule, c'est une cellule à nous que l'on offre au monde. Qu'on l'en sort de nous et qu'on l'en offre au monde. Et donc l'ovulation c'est une énergie hyper solaire parce que du coup il fabrique son truc et tout et puis ensuite il lance et il va offrir au monde. Donc quand il y a des blocages au niveau de l'ovulation, quand il y a des douleurs au niveau de l'ovulation, on va aller réfléchir un petit peu et se questionner sur ok, qu'est-ce que j'ose pas lancer, qu'est-ce que j'ose pas dire au monde, qu'est-ce qui fait que en fait je bloque en fait dans cet effet de j'envoie au monde des choses, je me lance, l'ovaire il lance l'ovule, il sait pas ce qui va se passer, il le lance. Donc c'est vraiment cette notion là de ok j'y vais, c'est l'énergie yang aussi qu'on peut utiliser en médecine traditionnelle chinoise. Et donc ça peut être en fait c'est d'observer un petit peu au niveau des organes quelles sont leurs fonctions. Ok, et donc on regarde physiologiquement, ouais. Et on regarde physiologiquement, en fait, on regarde physiologiquement. Et la vulve, par exemple, je pense souvent aux personnes qui ont des mycoses, qui ont des brûlures, etc. La vulve, c'est votre façade, c'est la peau, c'est l'intérieur c'est l'endroit, enfin, c'est la délimitation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, c'est des questions par rapport à, ok, qu'est-ce qui est venu qui est de l'extérieur de moi, qui vient me gratter, qui vient m'irriter. Enfin, faut utiliser le vocabulaire est hyper important. Qu'est-ce qui vous irrite dans la vie, tout simplement? Est-ce qu'il y a quelqu'un
quelqu'un qui vient gratter, qui vient vous irriter, qui est quelqu'un ou une situation ou des choses comme ça. Et quel est votre rapport entre l'intérieur et l'extérieur? Est-ce que vous réussissez à vous poser vos limites entre votre peau et le reste du monde? C'est ça aussi, hein. C'est la peau, c'est vraiment la protection, la première protection entre vous et le reste du monde. Donc voilà, c'est vraiment aller voir au niveau physiologique à quoi ça sert et essayer de comprendre ça. De ce que j'entends dans ce que tu proposes, il y a un socle de connaissances de base qui est on observe que le corps fonctionne comme ça, etc. Mais après, c'est comme s'il y avait une exploration nécessaire dans le corps et qu'on ne pouvait pas se priver de... On ne peut pas se contenter juste d'entendre quelqu'un ou d'être accompagné. J'ai l'impression que chez les personnes que tu accompagnes, il y a un plongeon intérieur qui est indispensable. Ah merci. J'aurais pas dit mieux. Mais c'est exactement ça en fait, c'est vraiment ça. Parce que moi j'ai plein de gens qui me disent mais je sais que j'ai de la colère dans mon utérus, je sais que si j'ai des douleurs, si je suis contractée comme ça, c'est que je suis contractée aussi de partout parce que je suis en colère, etc. Ça m'arrive hyper souvent d'avoir des gens qui me disent, qui arrivent en me disant je sais pourquoi. Mais je sais pas comment ensuite le sortir. Et donc moi aussi mon job c'est aussi d'aller faire sortir ça, d'aller faire sortir donc j'ai d'autres outils, hein, j'ai l'outil la communication non violente, d'essayer d'exprimer par les mots justement ce qui d'habitude sort par le corps. Ça c'est déjà beaucoup, hein, la médecine de la parole tout simplement. Puis il y a la médecine de la danse pour libérer, pour faire sortir vraiment à travers le mouvement. Il y a la médecine du rituel, de la visualisation pour vraiment essayer d'aller dépasser ça et de lâcher ou de faire sortir en fait ces émotions. Mais c'est vrai que juste de comprendre, c'est hyper important. C'est comprendre aussi son anatomie, c'est devenir autonome, mais des fois c'est pas suffisant. Des fois faut traverser l'émotion et faut traverser son histoire en fait personnelle pour faire sortir tout ça. Et imaginons quelqu'un qui ressent la personne elle vit de la colère. Et d'ailleurs, oui, pardon, je mets une question entre deux. Sur la colère, on va dire en médecine chinoise qu'elle est stockée au niveau du foie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se balader même des fois jusque dans l'utérus? Alors, c'est super, c'est une super question. Et ben en fait moi, dans ce que j'ai appris, en fait ma maestria en Colombie était praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Et donc on travaillait et je travaille en fait toujours avec les symptômes du méridien du foie dans les menstruations. Donc ça peut être par exemple les menstruations qui ont une couleur rouge bordeaux et pas un rouge carmin vif, quand il y a des caillots, quand il y a des ballonnements, quand il y a des seins gonflés, etc. Tout ça, c'est le méridien du foie. Donc forcément, on va aller voir ensuite, effectivement, enfin voilà, généralement, les personnes ont 2-3 symptômes qui collent au méridien du foie et du coup, on va aller travailler sur la colère à travers le méridien du foie, en fait. Ok. Voilà. Et donc, une fois qu'on a identifié, imaginons, donc c'est la colère, peut-être que là, en commentaire, vous pourriez peut-être dire s'il y a des émotions que vous sentez justement. Parce que là, j'ai pris la colère, mais c'est peut-être autre chose pour vous. Mais imaginons, donc moi, je m'aperçois que j'ai de la colère à l'intérieur de l'utérus. Comment je peux faire si j'ai envie j'ai pas envie d'être accompagnée, mais j'ai envie de le faire seule? Qu'est-ce que toi, tu conseillerais? Je sais, c'est compliqué là comme question. Alors, et ben déjà d'en prendre conscience, c'est déjà énorme. Déjà, c'est un super boulot de se dire, ok, en fait, je crois que je suis en colère et je crois que ça me fait des trucs vraiment dans le corps. Rien que de poser cette phrase-là, ça fait déjà beaucoup de bien et déjà, parfois, ça calme déjà beaucoup. Moi, la première chose que je dis quand il y a de la colère, par exemple, mais dans toutes les émotions, c'est déjà de l'exprimer corporellement, d'être capable de dire, ok, bah là, la colère, c'est quoi? C'est crier, hurler. Enfin, il y a un peu de violence parfois qui peut arriver, et donc de s'autoriser à être en colère. Moi, je donne toujours un espace-temps. Comme un rituel, t'allumes une petite bougie, tu te dis, ok, là pendant 10-15 minutes, là, je vais essayer de voir ce que ça fait de sortir cette colère. Donc, alors ça, c'est parfois très facile pour certaines personnes et parfois il faut être accompagné parce que ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais peut-être qu'il y a une colère très spécifique sur une personne ou sur une situation. Bon, bah ok, bah, tu te fabriques une petite poupée ou tu te fabriques, je sais pas, tu dessines
quelque chose qui représente cette situation, et puis tu te mets en colère, quoi. Puis tu déchires, tu grattes, tu hurles. Si tu as un appartement et que tu as peur de réveiller tes voisins, tu hurles dans ton coussin, ou alors tu vas dans la nature, tu casses des bouts de bois et tout, mais il faut que ça passe en fait. Faut vraiment ce geste-là est hyper important, mais il faut que ça sorte. Et ça en fait c'est aussi c'est très hormonal en fait, c'est l'adrénaline, il y a un moment où il faut qu'elle monte pour redescendre. Et donc pour faire sortir cette adrénaline, il faut aussi faire sortir à travers le corps. Donc ça c'est moi une des premières choses, c'est sortez. Par contre, faut pas la faire sortir sur quelqu'un qui n'a rien à voir. Et ça, c'est hyper. Et ça, c'est aussi le problème. Et c'est le problème souvent des syndromes prémenstruels, de symptômes d'irritabilité, etc. C'est que ça sort pas sur la bonne personne, quoi. C'est que des fois, vous êtes en colère contre un patron, contre un système, contre une famille, contre une situation. Et en fait, c'est vos enfants qui vont prendre au moment de la phase prémenstruelle, pour tout un tas de raisons, vous êtes beaucoup plus sensible et c'est là que ça va prendre. Donc, le mieux, c'est de sortir sa colère au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Mais des fois, voilà, autorisez-vous à la faire sortir seule dans votre chambre ou dans la nature. Ou, vraiment, pour moi, c'est la base. Oui, c'est une sorte d'autonomie au niveau de sa décharge émotionnelle. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'autre comme un punching ball, mais on va se décharger seul. Ouais. Oui, et puis il y a même, pour aller travailler les émotions, même avant ça, il y a ce qu'on appelle la bibliothèque émotionnelle, c'est-à-dire de connaître un petit peu ces émotions qui arrivent dans son corps, et parfois c'est rien, mais ça peut être juste un haut le cœur et dire ah ouais, ça, quand j'ai un haut le cœur comme ça, je sais que c'est quand je suis en colère ou quand je suis pas bien, de réussir à se faire une bibliothèque d'émotions et de ressentis émotionnels, dire ah en fait quand je commence à être dans cette situation-là, c'est que j'ai une émotion qui arrive et donc je vais l'accueillir en fait, je vais l'accueillir sainement. Et il y avait une question tout à l'heure, c'était de dire que c'est pas forcément notre... Alors, il faut que je la retrouve, mais c'est Herbier Céleste. Parfois, ce sont des émotions qui ne nous appartiennent pas. Ouais. Alors, oui et non. Alors, effectivement, il y a des émotions, et ça, c'est à creuser encore plus. C'est quand il y a des émotions qui sont liées à la lignée, et donc des émotions par rapport... à des choses que ont vécu votre lignée, donc je pense principalement à votre lignée de femmes, et qui font que il y a une colère en vous où vous sentez que c'est pas vraiment vous, elle vous appartient pas vraiment, quoi. Donc ça, effectivement, c'est à apprendre à renvoyer cette colère à qui elle appartient. Et en même temps, elle est là physiquement, cette colère. Donc elle vous appartient aussi quand même un peu. Et donc il faut aussi réussir à la faire sortir pour que physiquement, elle ne vous appartienne plus. Mais elle est quand même un peu là. Donc il faut aussi l'accueillir. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais si tu dis non, mais c'est bon, cette colère là, elle m'appartient pas, elle est pas à moi, elle est à ma grand-mère, vous l'accueillez pas, cette colère. Donc accueillez-la et dire ok, ouais, je suis un peu en colère parce que je sais que ma grand-mère était en colère contre les hommes, contre je sais pas quoi. C'est souvent lié à une certaine forme d'injustice, mais acceptez aussi de l'accueillir aussi en vous. Et il y avait une question sur la peur aussi, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la colère, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, souvent sur les troubles gynécologiques, moi j'entends beaucoup la colère. C'est comme si c'était la première émotion en surface, tu sais. Et après on creuse, il y en a d'autres. Et la peur, est-ce que tu as déjà perçu des choses par rapport à ça, ou tu as une histoire à nous raconter autour de ça? Alors la peur, ça va être le méridien du rein déjà. Ça va être tout ce qui est douleur de rein. Ça va être tout ce qui est petit spotting aussi avant en syndrome prémenstruel. Donc elle a peur. Ça va? Tu captes là? J'ai l'impression que ça... Il y a eu une microseconde où ça fait bout et c'est tout. Mais c'est parfait sinon. Ok. Parce que là ça fait... nous ça va. Moi, oui, ça tous va. les petits spottings avant, c'est-à-dire... la peur de lâcher en fait, la peur de faire sortir le sang et du coup ça sort un tout petit peu mais ça sort pas vraiment, tout ça c'est lié à la peur. Et c'est vrai que
enfin, en fait, il y a la colère, la peur, et la tristesse, c'est la dernière émotion qui arrive après la colère et la peur. C'est vraiment, voilà, quand il n'y a plus de colère ou quand il n'y a plus de peur, parfois c'est juste de la tristesse qui arrive. Donc c'est vraiment, c'est hyper intéressant d'aller observer en fait que très très souvent derrière de la colère, il y a une déception, il y a une tristesse, il y a colère et peur, hein, il y a quelque chose en fait qui fait qu'en fait la personne a perdu quelque chose, a lâché quelque chose, enfin perdu. Physiquement, énergétiquement, mais qu'elle a coupé un lien avec quelque chose. Et c'est ça qui la rend en colère ou c'est ça qui fait qu'elle a peur. Et en fait, à l'intérieur, c'est de la tristesse plutôt. Ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser au bébé. J'étais avec un bébé la semaine dernière. Et en fait, il criait, il criait, il criait. Et après, il y a eu le... Ah, attends, je le fais parce que c'est vraiment drôle. Et vraiment, en tant qu'adulte, on le fait plus. Et c'est dommage. Et c'est comme s'il y a eu tout. Donc il y a eu le ouin, le cri, après l'espace, et après tout le corps qui relâche, quoi. Et on était là, on se regardait avec son papa, on se disait waouh, mais c'est puissant, nous on sait plus faire ça. Là, tout le corps a relâché. Ouais, c'est puissant. Hein. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait faire à chaque émotion qu'on reçoit. Faudrait faire ça, quoi. Alors bon, bah maintenant on est en société, donc on peut pas hurler comme ça parce que il y a des miettes sur la table de pain, il y a des miettes de pain sur la table, tu vois. Mais d'être capable en fait de monter, sortir et puis ok. Et ça peut être capable de pleurer. Ça peut être capable de dire j'ai peur, j'ai envie de me cacher, enfin je transpire, je sais pas, je tremble, etc. Mais d'être capable de ressentir physiquement ça pour ensuite ok, en fait c'est bon, ça va mieux, ça y est, la peur elle est partie. Et il y avait une question. Mais les enfants sont merveilleux. Il y a eu un décalage. Ça coupe, je crois. Alors moi, je t'entends et je te vois très bien, mais j'ai l'impression que du coup, il y a un décalage. Ça se décale. Ouais, ça se décale, je crois. J'espère que c'est ok pour les gens. Je sais pas trop comment ils nous voient. Bah, en tout cas, dites-nous si c'est pas ok, n'hésitez pas. Hein. Ouais, c'est clair. Je vois pas trop de... Il y a une question et je te la pose, mais après j'aimerais, parce que là du coup c'est des questions spécifiques, mais après j'aimerais que tu nous dises comment on peut avoir accès à toutes ces informations que tu as, et je pense que tu auras des choses à nous proposer. La question c'est comment on fait si on parvient pas à identifier d'où vient notre colère. Le SPM est-il obligatoirement causé par cette colère? En tout cas pour moi c'est un facteur. Après, on n'est pas tous d'accord et c'est ok aussi de pas penser ça, mais pour moi, tous les syndromes prémenstruels sont des choses qui sont exacerbées à ce moment-là du cycle parce qu'on se l'autorise. Et qu'en réalité, en fait, ça veut dire que le reste du temps, on ne se l'autorise pas. Et donc, effectivement, tous les syndromes, colère ou dépression, hein. Il y a beaucoup de personnes c'est plutôt un grand sentiment de tristesse. Tout ça, c'est des choses qu'il faut aller questionner dans le reste du cycle, voire dans le reste de sa vie, est-ce que tu t'autorises, en règle générale, à être comme ça et à vivre comme ça, à vivre de temps en temps de la tristesse, à exprimer ça. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à aller observer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je t'avais posé une question. C'est en lien aussi avec la progestérone. C'est pour moi la progestérone, ça va être, c'est la gardienne de la sagesse. C'est celle qui sait. C'est celle qui sait s'il y a un ovule fécondé ou pas. Avant que même que nous on sache, elle va savoir au moment où l'ovule sera fécondé et qui s'accroche, elle va savoir si elle va lancer les menstruations ou si elle va lancer un super endomètre pour relancer un petit nid douillet. Donc c'est vraiment moi c'est ce que j'ai appris, c'est l'enseignement que c'est mon système de croyance maintenant, hein, mais c'est cette notion de en fait cette sagesse là, cette gardienne de la sagesse, elle peut être hyper gentille, hyper saine, parce qu'on a nous-mêmes une certaine sagesse, ou bien elle va te le renvoyer dans la tronche en disant « Ah ouais, en fait, tu t'es pas au courant de ça, et ben je vais te le rappeler. » Et c'est à ce moment-là que tu te prends vraiment ça dans la figure, quoi. Qu'est-ce que... J'ai lu des commentaires, mais...
Quand on pleure intensément, qu'on lâche bien, on peut avoir un soupir d'apaisement. Ah oui, oui, effectivement. Non, je croyais que c'était en rapport avec ce que je disais. Je ne sais pas si ma question est appropriée. Peut-on parler des émotions urinaires et des liens avec les émotions? Je peux répondre ou... Oui, et tu as dit peut-on parler des émotions urinaires? Je précise que des infections. Du coup, c'est infection urinaire. Pardon, j'ai fait un mélange de mots. Oui, alors, en décodage biologique, bien sûr, l'urine, tout ce qui est lié à la vessie, ça va être le territoire. C'est pas pour rien que les mammifères, eh bien, ils vont faire pipi partout pour montrer leur territoire, en fait. Dans la forêt, il va y avoir tout un tas d'urines d'animaux qui vont faire que ça va être des territoires. Les renards, un renard va avoir un certain territoire, les sangliers vont avoir un territoire. Ils vont pouvoir se mélanger ensemble, eux, mais par contre, un deuxième renard ne peut pas venir s'il sent l'urine d'un premier renard. Donc ça, c'est hyper important de se dire que en fait, notre urine, elle est là pour aussi donner son territoire. Donc quand il y a des infections urinaires comme ça, c'est que il y a un besoin de poser son territoire très souvent, très rapidement, et en même temps, on n'y arrive pas. C'est souvent un peu le problème des infections urinaires, c'est que tu as envie d'aller faire pipi, puis quand ça arrive, ça brûle et tu n'y arrives pas. Donc c'est un peu la réflexion de se dire, est-ce que au niveau sur mon territoire là, est-ce que j'ai mon territoire à moi déjà, est-ce que je réussis à délimiter mon territoire, est-ce que je réussis à l'exprimer et peut-être est-ce que ce serait pas temps de mettre une barrière ou d'assumer un petit peu que c'est mon territoire. Donc ça ouais, alors c'est pas une émotion, hein, je veux pas vous dire c'est la peur, c'est pas l'émotion, mais ça va être voilà la sensation de la réflexion sur le territoire et sur est-ce que ça vous appartient ou pas, enfin appartenir dans le sens noble du terme. Oui. Ça me fait penser, petit partage d'expérience, quand j'ai fini mon école de naturo, je suis retournée habiter chez mes parents pendant 4 ou 5 mois. Et donc à 30 ans, retour chez les parents, vous imaginez, mes parents, le mode Tanguy, ça les fait pas triper non plus, donc ça n'a pas été si évident que ça pour eux, pour moi. Et en fait, ma mère faisait des infections urinaires. Je sortais d'école de naturopathie, donc je sais comment on peut s'occuper avec des solutions naturelles, des infections urinaires. Et je lui disais, mais parce qu'il faut que tu changes ton système alimentaire, que tu manges ça. Je l'ai un peu embêtée. Et en fait, à un moment, je regarde en décodage biologique et je me dis, oh là là, la perte de territoire. Et en fait, j'étais moi-même la cause mais elle a vraiment fait infection urinaire à répétition, quoi. Et je suis partie et franchement ça allait mieux. Ouais. Ils avaient besoin de leur territoire, de leur place et de... Ouais. Enfin, chacun en avait besoin, mais en tout cas là c'était... Et voilà, c'est beau. Ouais. Et c'est souvent... Alors là, bon là c'est le contre-exemple, mais ça arrive souvent pour des personnes qui sont plutôt jeunes en fait. Quand tu es en Erasmus, tu vas te choper des cystites, quand tu es en coloc, enfin c'est tout un tas de choses au niveau ça arrive très très souvent. Je le vois souvent, c'est souvent des personnes qui ont entre 15 et 25 ans quoi. Et c'est aussi le moment où on se choisit où est-ce que nous on va vivre et puis des fois c'est un peu par fatalité parce qu'on fait nos études ici, parce que notre premier boulot c'est ça. Et donc c'est aussi ce genre de choses quoi. Lors d'un déménagement, j'ai fait beaucoup d'infections urinaires. Voilà, c'est vraiment ça. Ça peut être vraiment Il y a une question, est-ce qu'il y a des ouvrages sur le sujet? Donc, est-ce que tu connais des ouvrages et surtout, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu es en train de préparer? La question est parfaite. Alors, il y a des ouvrages en français. Il va y avoir des livres qui vont un petit peu parler de ça, mais il n'y a pas d'ouvrage complètement sur la gynécologie émotionnelle. En ouvrage, c'est un peu classique. Ça va être celui de Rina Nissim, mais qui est plutôt basé sur la naturopathie. Et de temps en temps, elle a quand même quelques questions. Elle a 1 ou 2 paragraphes de temps en temps en disant bon, si vous avez des mycoses, questionnez-vous aussi là-dessus. Mais cet ouvrage, je le conseille parce qu'il est de toute manière, il est hyper intéressant, mais au niveau naturopathique.
Et du coup, je suis en train d'écrire un livre sur la gynécologie émotionnelle parce qu'en fait, en français, un livre là-dessus, complètement là-dessus, il y en a pas. Donc, j'ai signé avec une maison d'édition et il sortira au mois de septembre. Ah, super. Tadam! Et oui, je Je suis en précise, pleine moi, écriture. ouais, pour avoir exploré le sujet, je confirme ce que tu dis. Et à mon avis, ton ouvrage, il va avoir, enfin, moi, je pense qu'il va avoir un succès fou et qu'on est beaucoup à l'attendre. Parce que, en fait, comme tu dis, il y a toujours quelques extraits dans des livres, mais en fait, il n'y a pas tout le détail et le cheminement de ce qui est vécu, et Ouais. notamment sur le décodage biologique. Ensuite, souvent, les livres de décodage biologique ont été écrits par des hommes. Mhm. Et moi, par exemple, j'ai un livre sur les mots gynécologiques. Vraiment, c'est hyper intéressant. Mais en fait, il a été écrit en plus peut-être dans les années 80. Il est archaïque. Il n'est pas au goût du jour par rapport à tout ce qu'on a exploré dans les émotions. Et des fois, on est un peu trop sur des standards. Et Ouais. je pense que, en fait, toi, tu t'as tellement accompagné de femmes là dans le vécu que ça va venir. À mon avis, ce qu'il va y avoir dans le livre, je dis ça, hein, mais à mon avis, ça va venir d'une expérience profonde et d'une confrontation à la réalité de ce qui est vraiment vécu chez chaque femme, et pas d'idées préconçues de bon, bah oui, c'est parce que c'est ça. Mais tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais, ouais, merci. Ça me donne du baume au cœur pour continuer à l'écrire. Mais effectivement, oui, ça vient d'un savoir, mais ça vient aussi d'une expérience. Parce que quand il y a une personne, deux personnes, trois personnes, 10 personnes qui arrivent pour des syndrome des ovaires polykystiques Mm, et qui ont la même histoire, tu te dis, mais quand mm, même, il y a c'est quand ça. même quelque chose qui est incroyable là-dedans, quoi. Et ça, voilà, j'ai essayé de le transmettre dans le livre pour essayer de montrer aussi les expériences qu'il peut y avoir derrière, tout en essayant d'être féministe et, et aussi d'éviter voilà, d'éviter des clichés, en fait. Et ça, Mm, c'est le plus complexe, en fait, d'éviter de... Enfin voilà, moi le livre Les grands dictionnaires des maladies, en fait, j'avoue qu'il me fait horreur parce qu'au final, au bout d'un moment, enfin, il est intéressant, mm, je le lis de temps en temps, mais ça va être très régulièrement, c'est la faute à votre mère, enfin, c'est la mm, relation que vous avez avec votre mère, quoi. Et donc oui, bon. Ah oui, c'est vrai, pardon, il y a Femme désirée, femme désirante de Daniel Flammenbaum qui est hyper bien, mm, mm. qui parle plus de la sexualité, mais qui est hyper intéressant et par contre qui est très hétéronormé. Voilà, c'est un livre qui a été écrit dans les années 80 aussi et qui mériterait d'être relu de manière beaucoup plus inclusive. Mm. Mais oui, effectivement, Est-ce ce que, livre est très chouette aussi. euh, est-ce que du coup, parce que là, il y a une question sur... Alors, je lis la question. Euh, Quelles sont souvent les solutions qui s'avèrent efficaces chez vos consultantes en cas de SPM, donc syndrome prémenstruel, avec forte anxiété, hyperactive au bruit, irritabilité C'est instabilité émotionnelle, je pense peut-être. l'habilité. Et, L'habilité. et là, du coup, est-ce que tu peux répondre à cette question? Et je pense que c'est l'occasion aussi que tu nous parles un peu de ce que tu proposes concrètement, en fait. Oui. euh, Alors, c'est compliqué de répondre comme ça en une seule phrase et en faisant des généralités parce que je vais avoir besoin de tout ce qui se passe dans ton corps, de tout ce qui se passe dans ton cycle, pour décoder et pour réussir à voir un petit peu plus clair. Donc, moi, c'est pas magique, quoi. Donc, effectivement, il y a des trucs un peu magiques avec le méridien du foie en disant, ok, c'est la colère, mais c'est quand même un tout. Euh, Mm, donc moi je fais des guidances de l'utérus, donc la guidance de l'utérus, il y a un décodage, il y a une demi-heure de décodage et puis ensuite je pars en voyage, donc là il y a le côté très énergétique, mais je pars en voyage, enfin je vous emmène en voyage avec moi dans votre utérus. Euh, donc ça peut être une forme de proposition. Euh, et comment expliquer ça? Et ensuite, attends, parce que je me suis perdue sur des solutions efficaces. Et j'ai pas de solution efficace. C'est ça aussi que je voulais dire. J'ai pas de baguette magique. Et ça, c'est. Moi, il faut voir dans le global, il faut le voir dans le naturopathique, il faut le voir dans l'alimentation, il faut le voir dans votre environnement. Faut,
il faut voir dans le sommeil, il faut voir dans les matériaux que vous portez, enfin, il y a tout un tas de choses qui sont hyper importantes. Donc, il n'y a pas que la gynécologie émotionnelle. Faut vraiment voir l'ensemble. Donc, moi, je peux vous aider sur la gynécologie émotionnelle, mais j'invite toujours les personnes à aller voir un ou une naturopathe. Très clairement, la majorité du temps, je fais de la pub en disant allez voir un ou une naturopathe parce que il n'y a pas de solution efficace et facile à trouver, genre ok, forte anxiété, hyperactivité au bruit, c'est ça. Je suis désolée, je peux pas répondre à cette question complètement. Par contre, ce que je fais aussi, voilà, ça répond quand même un peu. Mais oui, ça répond parce que, et je pense que c'est ce que tu vas proposer, c'est que, en fait, les solutions existent, mais on est obligé de partir en exploration avec soi-même. Et je pense que c'est pour ça que tu as décidé, du coup, il y a à la fois les guidances utérines que tu proposes, mais que tu t'es dit, mais en fait, je vais proposer des accompagnements pour que cette exploration, on soit pas obligé de la faire seule, parce que seule, ça demande un courage de dingue d'aller plonger à l'intérieur de soi. Oui, oui. Et c'est ça, et je crois que tu vas lancer, enfin, j'en suis sûre même, parce qu'en plus, vous pouvez aller voir le site d'ailleurs de Maude en regardant sur son compte. Il y a un programme Reliance utérine que tu lances pour vraiment partir en exploration sur plusieurs semaines, pour vraiment puiser au fond de soi. Oui, c'est un accompagnement de groupe, donc c'est 12 personnes et c'est pendant 2 mois et c'est 7 séances avec des échanges entre chaque séance, un échange sur l'application Signal, on se donne des nouvelles et c'est ça qui est chouette aussi dans le groupe, c'est de se sentir soutenu et de soutenir le groupe. Et du coup, oui, là, c'est vraiment une exploration. Alors, c'est une exploration pour les personnes qui sont en conflit avec leur utérus et leur sphère gynécologique. Donc, c'est marrant parce que je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait « Ah, mais moi, j'ai pas de conflit. » Alors, à ce moment-là, c'est pas enfin, c'est plus, j'ai un accompagnement individuel qui s'appelle Utérus Absolu. Mais là, Reliance utérine, c'est vraiment pour les personnes qui sont en conflit, qui en peuvent plus, en fait. Qui en peuvent plus de leur utérus, qui en ont marre d'avoir des cycles menstruels, qui supportent plus la présence de leur sphère gynécologique, parce que ça les pèse au quotidien, etc. Et donc là, moi, je vais vous inviter à ramener de la paix en vous, du calme, à trouver les émotions qui vous embêtent, et de les faire sortir pour aller radoucir, en fait, cet espace-là, et cette énergie-là, en fait, que vous avez en vous. Et voilà, ça s'ouvre, les inscriptions sont lancées et on commence le 14 février. Comment une personne peut savoir si elle préfère être accompagnée de manière individuelle parce qu'on est sur de l'intime et que parfois on n'a pas envie de s'ouvrir aux autres ou... Ah, je sens que ça coupe un peu. Je vais juste attendre que la connexion revienne. Alors, peut-être que Maude va entendre ma question. Et moi, je vais regarder un peu ce que vous avez mis. Ah oui, alors du coup, alors pour répondre à la question de Maude, parce qu'elle est partie, mais elle va revenir, le conflit avec l'utérus, moi, donc je le vois dans ma pratique, et surtout, j'ai trouvé que sur le site internet de Maude, il était très bien défini. C'est-à-dire que quand on regarde sur son site, on voit à un moment un cercle vicieux. Où en fait, un conflit, c'est par exemple si on a des douleurs de règles, ou qu'on n'est pas bien, ou qu'on a des tensions mais ligamentaires au niveau de l'utérus, on sent quelque chose, un endroit très conflictuel, et ben en fait, on va se mettre à détester cet utérus. Là, je parle de l'utérus, mais c'est une autre partie du corps. Si on a tout le temps mal à un genou quand on marche, on se met à pas aimer son genou. Mais en fait, cette partie du corps, si elle a mal, c'est qu'elle a besoin d'être aimée. Donc parfois, on va nourrir encore plus le symptôme et la douleur quand on l'aime pas. Et je pense que c'est ce que Maude explique. Et donc vous le verrez sur son site internet, il y a un moment, il y a le cercle vicieux j'ai mal, donc du coup j'aime pas mon utérus, donc ça recrée des douleurs. Et à côté, il y a le cercle vertueux de j'ai mal, mais je vais apaiser ma douleur, donc je vais aimer de plus en plus mon utérus, donc il y aura moins de douleur. Et c'est là où on rentre vers quelque chose de plutôt vertueux. Alors j'attends que Maude revienne. Elle est là. Est-ce que si on fait des fausses couches, ça peut être une forme de conflit? C'est une belle question. C'est une belle question. Et là, donc la question fausse couche, ça me permet de vous dire aussi que tout ce qui est fausse couche, mais un enfant qui était censé être là mais qui arrive pas, il va y avoir aussi un live sur l'IVG sacré. Donc je sais que c'est pas le même sujet, mais moi je trouve qu'il y a un lien. Mais voilà, Maude, coucou. Me revoilà. T'es revenue. Ouais.
Alors, du coup, je reprends. J'ai répondu à la question pour toi et je vais te dire comment j'ai répondu très brièvement. C'est quoi un conflit avec son utérus? Ah, J'ai dit que sur ton site internet, tu avais mis le cercle vicieux et le cercle vertueux. Et donc, j'ai encouragé chaque personne à aller voir sur ton site parce que je trouve que c'est plutôt bien fait. De se dire, bah, je suis en conflit avec mon utérus parce qu'il me fait mal, donc du coup, je crée de la tension, je suis en colère contre lui. Ou au contraire, il me fait mal, je vais le voir, je me réconcilie avec lui. Du coup, il y a moins de douleur et voilà. ah ouais, bah super. Donc voilà, tout est sur le site et je trouve que c'est très bien illustré dessus. Euh, Il y a une question qui est, est-ce que si on a des fausses couches, ça peut être une forme de conflit avec son utérus? Euh, euh, pour moi, il n'y a pas de, c'est pas un conflit. Quand il y a des fausses couches, il se passe plein de choses, mais c'est pas, enfin, là, dans les fausses couches, il y a une énergie qui est autre que vous, hein. Il y a la petite énergie qui est venue à vous, qui est rentrée dans votre utérus, qui a créé autre chose. Donc, il y a des... Je suis désolée, hein, je réfléchis, mais j'essaye de faire... d'être clair. Mais pour moi, il y a plein de choses qui arrivent et on peut pas dire c'est parce que je suis en conflit avec mon utérus que je crée des fausses couches. Il y a une histoire qui fait que votre utérus, peut-être que vous, ou que votre famille, ou qu'il y a eu des fausses couches déjà avant, mais il y a aussi ce qui arrive de l'extérieur. Il y a une petite énergie qui arrive de l'extérieur et qui crée des choses aussi en vous. Et donc, je trouve que c'est très, ça- c'est très réducteur de dire ça. Je le dirai pas. Ok, merci Maud. Euh, Il y a quelqu'un qui demande, peut-on avoir le nom de ton site? Alors, juste pour information, moi, j'avais tapé mode renard gynécologie naturelle et on tombe dessus directement Ouais. dans Google. Mais Renard si comme tu veux l'animal. donner renard comme l'animal, si tu veux donner le nom de ton site, Oui, c'est Laoniora. Je vais vous le marquer. Alors, Laoniora, qu'est-ce que c'est? C'est du frangnol, donc c'est un mélange de l'espagnol et du français, et qui signifierait celle qui honore. Donc, c'est la notion d'honneur et d'honorer son utérus. Et surtout que les femmes honorent leur utérus. hmm. Il y a une question. Est-ce que du coup tu soignes, alors là je pense que tu vas répondre par rapport à ce terme, mais je reprends la question, tu soignes le problème de règles très très irrégulières, genre avoir 3 fois dans l'année, sachant que je vais avoir bientôt 42 ans. Mhm. Euh, oui, alors le terme soigner est déjà légalement impossible à dire. Moi, je suis pas médecin, donc je ne soigne pas. Par contre, effectivement, on peut aller voir, en fait, essayer de comprendre déjà pourquoi il y a cette irrégularité et t'amener vers un chemin. Moi, je préfère un chemin. Je préfère dire un chemin de guérison. Et je peux t'amener, oui, sur un chemin de guérison pour observer, essayer de comprendre pourquoi ces irrégularités et d'aller plonger, en fait, dans ces émotions qui créent cette irrégularité. Encore une fois, Mm. l'irrégularité, il y a sans doute un dérèglement hormonal, donc il y a aussi un travail à faire au niveau de l'alimentation, un travail à faire. Enfin, ouais, il y a un contexte encore à avoir. Mais Ok. oui, on peut cheminer ensemble par rapport à cette irrégularité. Il y a une question, on parle de l'utérus, mais pourquoi pendant les règles, je me vide? Eh ben, c'est hyper chouette de se vider en fait. Pourquoi on fait pipi? Pourquoi on fait caca? Pourquoi on pleure? Pourquoi on se mouche? C'est pour faire sortir des choses de nous en fait qui n'ont plus lieu d'être. Donc, je sais pas si quand tu dis je me vide, c'est que tu as des menstruations extrêmement abondantes et que tu as la sensation de te vider vraiment, ou si c'est juste pourquoi je fais sortir ça de moi.
Et en fait, juste de faire sortir ça, et justement en médecine traditionnelle chinoise, on dit que on est beaucoup plus chanceuse d'être une femme, enfin d'avoir un corps de femme que d'avoir un corps d'homme, parce que justement, en fait, de pouvoir voir le sang sortir, de pouvoir l'observer, et de voir déjà les déséquilibres qu'il peut y avoir juste dans la matière, sang, la couleur, le caillot, etc. On peut déjà déceler des choses et faire de la prévention qu'on ne peut pas faire, par exemple, dans le corps masculin, parce qu'on ne peut pas voir ce sang. Donc, ça, en fait, c'est déjà de voir son utérus dans ce sens-là en disant waouh, en fait, oui, c'est cool de se vider parce que c'est cool en fait de pouvoir évacuer des choses. C'est quand même vachement bien de pouvoir évacuer des choses. Il y a tu sais la légende qui dit, je sais jamais bien la dire avec les bons mots, mais qui dit que quand les femmes s'autoriseront à laisser leur sang couler, le sang des hommes arrêtera de couler. Ah oui. Tu la connais cette légende? Je la connaissais pas, mais non, je la connaissais pas, mais elle me paraît tellement logique. Après, la notion homme-femme, moi, voilà, je fais toujours attention à ça, mais c'est vrai que oui, quand les personnes qui ont un corps féminin s'autoriseront à sortir leur sang en toute sérénité et en toute bienveillance, et oui, forcément, il y aura des changements radicaux dans nos comportements, même sociétal, quoi. Il y a une autre question sur le prolapsus qui est revenue 2 fois. Donc du coup, quelles sont les causes possibles du prolapsus utérin? Oui, le prolapsus, c'est... Bah, encore une fois, il faut aller un petit peu voir physiologiquement en fait qu'est-ce que c'est. C'est une descente en fait. C'est que l'utérus n'est plus soutenu par. Faut savoir que l'utérus est soutenu par des ligaments, par tout un tas de choses, et que quand il y a un prolapsus, c'est que l'utérus ou la vessie, enfin ou en tout cas certains organes vont lâcher, vont descendre. Et donc ça va être toute cette question du soutien. Être soutenu, soutenir. Et ça, c'est des questions qui peuvent être très perturbantes. Parce que, effectivement, quand on lâche, en fait, c'est qu'il n'y a plus de soutien, on se sent plus soutenu. Voilà, les ligaments perdent de leur tonicité, de leur élasticité. Et donc, du coup, voilà, il y a quelque chose qui lâche. Et voilà, bien sûr, il y a le côté très souvent parce qu'il y a eu des accouchements où la personne a dû beaucoup pousser, a dû faire beaucoup pousser vers la sortie, le bébé, etc. Mais la question est de savoir est-ce qu'il y a... Il y a une coupure. Et alors, il y a une coupure, on va être bientôt à 1h. Donc, la Maude va revenir. Est-ce que la question... Alors, je vais répondre pour Maude, connaissant un peu son travail. Est-ce que la question des fibromes et des polypes peut être abordée avec elle? Oui, c'est ce qu'elle accompagne. Sur son site internet, il est possible de prendre des rendez-vous, sachant que... Hop, donc Maude nous rejoint. Je la prends. Et donc elle arrive. Donc je réponds à sa place, sachant que pour les rendez-vous guidance utérine, je sais qu'elle n'a plus de place avant. Je répondais pour toi du coup, Maude, aux questions. Oui, je suis donc désolée, les rendez-vous, pas de souci. De toute façon, on va avoir fini. Je disais les guidances utérines, tu n'auras plus de place avant le mois d'avril, si je me souviens bien. Oui. Et donc du coup, là en ce moment, tu es vraiment comme tu es quand même très demandée. Tu proposes aussi, c'est pour cette raison, mais des accompagnements collectifs pour aller plus en profondeur et pour pouvoir être accessible aussi pour tout le monde. Oui, il faut savoir, en fait, que, vu que je suis en train de terminer mon livre, je prends beaucoup moins de guidance et donc du coup, les réservations se font rapidement et donc du coup, c'est déjà jusqu'au mois d'avril. Et donc effectivement, je propose cet accompagnement de groupe pour que justement on puisse cheminer ensemble et ce sera la seule chose que je vais prendre en fait février-mars. Parce que sinon j'ai un livre à terminer d'écrire. Donc si ça vous intéresse de travailler avec moi maintenant, c'est à travers l'accompagnement de groupe Reliance Utérine. Ouais. Et Reliance Utérine, pour information, donc quand vous allez sur le compte Instagram de Maude, donc là Yonora,
Vous allez dessus et en fait, quand on clique sur le lien, on arrive sur le site internet. Et enfin, moi, j'ai trouvé très facilement Reliance utérine. Du coup, j'ai regardé le programme, etc. Et la question tout à l'heure qui est, tu disais que c'était pour les personnes qui avaient des conflits avec leurs utérus. Mais en fait, il y avait des questions sur qu'est-ce que c'est avoir un conflit avec son utérus. Ouais. Si les femmes, elles se posent des questions, si l'accompagnement il est fait pour elles, est-ce qu'elles peuvent te contacter? Ah oui, oui, bien sûr, sur message à Instagram, par mail, j'essaie de répondre à toutes les personnes qui m'envoient. Je suis rarement en retard sur mes messages privés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Ok, super. Bah merci Maud. Et bah de rien, merci pour l'invitation, c'est cool. Je regarde si c'est ok. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, je voulais te demander si tu avais un partage que tu voulais faire libre à toi un message à faire passer à toutes les personnes qui nous regardent. En fait, on fluctuait là entre 40 et 45 pendant tout le direct, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû voir ce live, parce que du coup, il y a des personnes qui arrivent, qui repartent. Il va être disponible en replay aussi. Donc merci à toutes. Et est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui nous ont regardés? Alors moi, mon message principal de ma vie entière, c'est passer par le mouvement, passer par par le corps, pardon. Et donc, si tous les jours, vous pouvez allumer votre musique préférée du moment pendant 3 minutes et danser, rien que ça, ça va déjà vous faire énormément de bien. Et moi, c'est vraiment le passage par le mouvement. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec la danse aussi, et le mouvement du bassin. Et rien que ça, danser. Continuez à danser, surtout en cette période où on ne peut plus aller danser nulle part et on ne peut plus avoir de cours de danse et rien. De se lâcher chez soi toute seule et de s'autoriser à danser dans son salon. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre corps. Merci Maud. Je précise que la semaine dernière, je le dis, on est entre nous, Ouais. mais j'ai trouvé un cours de danse clandestin. Il y en a de plus en plus. Autorisez-vous, c'est se sauver la vie en ce moment, de remettre, comme tu dis, le corps dans le mouvement et de vivre sa grâce intérieure. Donc merci pour ce beau partage. Moi, je pense que ça peut changer l'humanité. Oui. Il y a effectivement des cours de danse sauvage par-ci par-là. Vous pouvez trouver. Donc, Merci. mais voilà. Revenez dans votre corps. Merci beaucoup, Amandine, pour l'invitation. Retour dans le corps. Bah, merci à toi et profitez bien de vous. Et voilà, n'hésitez pas à explorer et à regarder. Vous verrez que c'est un monde infini de connaissances et d'expérimentation, la gynécologie émotionnelle. Merci pour tous tes partages et je serai ravie de te recevoir à nouveau sur cette chaîne pour la sortie de ton livre. Oui, avec grand plaisir. Je vais le finir et puis ensuite on en reparle. Ouais. Et beau départ avec les 12 personnes que tu vas accompagner pour la Reliance utérine. Ouais, ça va être génial, ça va être super. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci tout le monde, au revoir. Ciao.